Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Aujourd'hui une vidéo sur un ETF thématique luxe. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que il y a quelques années j'avais fait déjà sur la chaîne une vidéo dédiée et consacrée à un ETF luxe éligible au PEA. Et à juste titre sur cette vidéo j'ai eu un retour et un commentaire d'un abonné qui m'a dit cet ETF a été fermé. Et il a raison. Et donc du coup tout simplement je me suis dit tiens, il y a peut-être des abonnés qui ont cet ETF en portefeuille, il y a peut-être des abonnés qui cherchent tout simplement à s'exposer au secteur du luxe, un secteur qui n'est pas donné, surtout quand on commence en bourse, qu'on a un petit capital, quand vous voulez mettre du Hermès, du LVMH, du Ferrari, du L'Oréal en portefeuille, ce sont des actions qui coûtent très cher, donc il faut un gros billet quand on commence, et avoir un ETF luxe, ça peut être pas mal, parce que forcément ça coûte beaucoup moins cher. Vous êtes exposé un petit peu à toutes les entreprises de ce secteur-là, un secteur quand même qui est en croissance, un peu moins vrai depuis quelques mois, on le voit, hein, les valeurs du luxe ont tendance à corriger, mais voilà, c'est quand même d'un point de vue historique, un secteur qui a très bien performé et un ETF en plus éligible au PEA, ça peut être très intéressant pour nous résidents français dans un terme de croissance de notre portefeuille si on n'a pas les moyens pour s'exposer, comme je disais, au stock picking, à l'achat direct de ces actions-là en portefeuille. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose une mise à jour de cette vidéo, on va regarder un petit peu comment était constitué l'ETF il y a quelques années, par quoi il a été remplacé. Donc on va regarder effectivement le nouvel ETF. Est-ce que quand un ETF est liquidé et fermé automatiquement, si vous n'avez pas touché dans votre portefeuille à vos positions, en principe votre courtier les a automatiquement remplacés par le nouveau. Donc on va voir comment est composé le nouveau, comment il performe, quels sont ses frais, voilà. Et je vous réserve aussi un troisième ETF que j'ai trouvé, toujours dans la thématique luxe. En faisant mes recherches, du coup, j'ai abouti à un autre ETF luxe qui pourra peut-être vous intéresser. Donc du coup, voilà, on va voir tout ça en vidéo. Je vous propose qu'on passe tout de suite sur mes écrans. C'est parti, vamos! Allez, on enchaîne, on va aller tout de suite sur mes écrans. Je vais réduire ma caméra. Et vous le savez, j'aime bien faire des petits tableurs. Donc j'ai fait un petit tableur, voilà, un petit tableur de comparaison pour voir l'ETF, comment il était composé à l'époque, il y a 4 ans, et le nouvel ETF, comment il est composé aujourd'hui, voir un petit peu les variations, voir si ça a beaucoup bougé ou pas. Et là, il y a une petite partie un peu cachée pour le moment, j'ai trouvé un autre ETF, comme je disais, qui peut être également une autre solution pour investir sur le luxe. Donc si on prend l'ETF à l'époque, c'était cet ETF-là de chez Lixor, il a été remplacé par cet ETF-là chez Amundi. Juste une petite parenthèse pour ceux qui auraient des ETF en portefeuille ou qui se projettent d'investir en bourse à travers des ETF. Ça arrive, ça va vous arriver, moi ça m'est déjà arrivé qu'un ETF soit complètement liquidé, c'est-à-dire qu'il soit fermé, clôturé. Ça arrive qu'il soit remplacé par un nouvel ETF. Mais dans tous les cas, votre courtier va vous prévenir. Il va vous envoyer un message en disant attention, cet ETF-là que vous détenez en portefeuille, il va être remplacé à telle date par un nouvel ETF ou il va être complètement liquidé. Donc, quoi qu'il arrive, il va vous donner une date d'échéance. À cette date d'échéance, qu'est-ce qui va se passer? S'il se ferme complètement, ils vont vendre vos positions et vous allez retoucher vos liquidités dans votre PEA, dans votre compte titre. S'il est remplacé par un nouveau, à la date d'échéance, il va vendre votre ancien ETF, il va y avoir un montant en face, et ce montant-là, il va l'investir sur le nouvel ETF, de manière automatique. Sachez qu'entre le moment où il vous prévient et la date d'échéance, il y a souvent... il peut y avoir, je pense, 30 jours, 90 jours, des fois plusieurs mois. Et donc du coup, pendant ce laps de temps, vous avez le temps de prendre votre décision. Vous pouvez, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'attendre la date d'échéance et que automatiquement vous soyez exposé au nouvel ETF. Ou vous n'êtes pas obligé d'attendre la date d'échéance pour vendre votre ETF s'il est complètement liquidé. À vous de voir, sachez que vous avez le choix. Mais en tout cas, votre courtier va vous prévenir et va vous prévenir de la date d'échéance et qu'est-ce qui va se passer à la date d'échéance. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'attendre cette date d'échéance. Revenons à nos moutons. Donc du coup, l'ancien ETF qui est ici, que j'avais présenté sur ma vidéo il y a quelques années, donc c'était un ETF de chez Lixor. Il avait des frais à 0,30%. Donc faites attention, les frais, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on choisit un ETF. J'ai fait des vidéos sur la chaîne, qui présentent un petit peu les éléments importants quand on fait des choix d'ETF. Alors les frais ici peuvent vous paraître un peu élevés, notamment quand on compare à des ETF indiciels, type SP500, Nasdaq. On a souvent des frais qui sont un peu plus bas, mais là on parle d'ETF thématiques. Et sur les ETF thématiques, les frais sont souvent un peu plus élevés. Et 0,30%, c'est à peu près la norme que je trouve un peu partout, que je vois souvent un peu partout. Donc voilà, ça me paraît normal. Il existait sur deux formats, donc capitalisant ou distribuant.
ou capitalisation et distribution. Vous pouvez dire les deux, ça revient au même. Pour faire très court, un ETF qui est dit capitalisant ou accumulation en anglais, ça va être un ETF qui, à chaque fois qu'il va y avoir une valeur dans cet ETF qui va verser un dividende, ce dividende-là va être automatiquement réinvesti dans la valeur de l'ETF. C'est ce qui explique en partie pourquoi les ETF capitalisants ont tendance à monter. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un dividende, il est reversé dans la valeur. Et à l'opposé, un ETF distribuant, c'est exactement comme si vous aviez des actions en portefeuille. À chaque fois qu'il y a une action qui vous verse un dividende, vous le touchez en liquidité sur votre compte titre ou sur votre PE. Par un ETF distribuant, c'est pareil. À chaque fois qu'une valeur de votre ETF va verser un dividende, vous allez la toucher en liquidité. Son ticker à l'époque, c'était PHG de mémoire. Et le top 10 des positions ici, je me suis amusé à comparer les top 10 des positions parce que ça peut être intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué. Et ne perdez pas l'esprit que sur un ETF thématique, je pense qu'il faut être un peu plus vigilant que sur un ETF indiciel, pardon. Parce qu'un ETF thématique, je pense que ça bouge plus. Je pense que le rapport de force dans le top 10 entre les valeurs peut bouger beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup plus de valeurs qui peuvent sortir et des nouvelles qui peuvent arriver dans un ETF. Et parfois, vous allez choisir un ETF parce qu'il est exposé à une certaine valeur en pourcentage ou à on va dire, 2-3 valeurs en pourcentage. Là, typiquement, sur cet ETF-là, peut-être qu'il y en a qui l'avaient choisi à l'époque parce qu'ils avaient envie d'être exposés à LVMH, à L'Oréal et Hermès. Et parce que investir de manière directe sur ces actions-là, ça coûte très cher. Les actions LVMH, L'Oréal et Hermès, ça va vous coûter 3 000 €. Et quand vous avez un petit capital, quand vous commencez en bourse, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et donc du coup, acheter un ETF où la part coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile. Et on s'expose de cette façon-là quand même à ce secteur de luxe qui est un secteur historiquement de croissance. Et puis des fois aussi, on peut avoir un gros capital, mais acheter plusieurs valeurs du luxe fait qu'on va avoir une exposition en termes de diversification qui va être très exposée au luxe, et c'est pas forcément toujours facile. Voilà, il y a plusieurs raisons. Mais en tout cas, les ETF, c'était une façon un peu facile et moins coûteuse, si on peut dire comme ça, de s'exposer au luxe. Mais par contre, vous n'êtes pas complètement full exposé au luxe, parce qu'on va le voir dans les ETF, il n'y a pas que des valeurs du luxe. Là, si on regarde le top 10, on voit qu'on avait 17,75% de LVMH. Donc, comme si je reprends l'exemple que je disais, imaginez que votre ETF, du jour au lendemain, il sort la valeur LVMH, et vous, votre souhait le plus cher, c'était d'être exposé à LVMH, et qu'il ne se retrouve plus dans cet ETF thématique, c'est un peu dommage. Donc, encore une fois, plus de vigilance sur les ETF thématiques, je pense. C'est un peu votre devoir et votre droit d'investisseur. Donc du coup, il y avait LVMH à 17,7%, il y avait du Unilever. Pour ceux qui ne connaissent pas Unilever, c'est beaucoup de marques qui sont dans la grande distribution. Je pense que Unilever marque, voilà, je l'avais gardé, j'avais regardé avant. Je pense que vous avez l'habitude de voir ce logo sur certains produits, mais voilà. Là, je pense que vous allez retrouver pas mal de produits que vous connaissez dans la grande distribution, que vous achetez sûrement en supermarché. Donc voilà, il y avait quand même une exposition à Unilever à 15%, et on le voyait dans le titre, hein, c'était pas un ETF 100% luxe, il y avait des biens de consommation, et moi ce qui me gênait aussi à l'époque, c'est qu'il y avait des valeurs du tabac. Alors moi je fume pas, mais d'un point de vue éthique ça me gênait un petit peu, peut-être que c'est des secteurs qui sont très rentables et qui sont très performants, mais je ne sais pas du tout. Mais ça me gênait un petit peu, voilà, d'avoir à la fois des biens de grande consommation et à la fois du tabac dans cet ETF-là. C'est pour cette raison que j'avais pas investi sur cet ETF-là au départ. Mais ça, ce sont des convictions personnelles et chacun a le droit d'avoir ses convictions et chacun a le droit d'investir comme il le souhaite. Donc voilà, il y avait du LVMH. Si on prend les positions du luxe, il y avait LVMH, L'Oréal. Donc ça, c'est du tabac, ça c'est Adidas. Richemont qui est dans tout ce qui est bijoux et joaillerie. Il y avait Hermès. Et ça, Imperial Brand et City, je crois qu'on est encore sur du tabac. Donc du coup, forcément, quand on fait la somme de LVMH, L'Oréal, Richemont, Hermès, j'arrivais à une exposition à peu près de 37%. J'ai peut-être mis Adidas dedans, je ne me rappelle plus. Mais voilà, on était exposé à peu près à 37% sur le luxe, ce qui est pas si mal déjà, hein, en vrai, hein, comme je disais, hein, c'est plutôt... le TF luxe, c'est plutôt une façon de s'exposer au luxe à moindre coût. Donc voilà, ça c'était pour le l'ETF à l'époque, et il a été remplacé par un ETF de chez Amundi. On va tout de suite ouvrir la page. Donc l'ETF de chez Amundi, qui s'appelle Amundi Stocks Europe 600 Consumer, donc consommation discrétionnaire. On voit qu'il est ETF
ACC, donc ACC pour Accumulation. Donc je l'ai écrit ici, hein, de toute façon vous retrouverez toutes les informations principales ici. Enfin moi les informations que je regarde quand je regarde un ETF. Donc là on a sa valeur, donc vous voyez la part coûte 27,83 €. Donc c'est sûr que quand on va être exposé à des valeurs, encore une fois comme LVMH, L'Oréal et compagnie, vous allez sortir des centaines d'euros, alors que là vous sortez 27 €, 28 € si on arrondit à l'euro. Donc ça peut être une, voilà, ça peut être une solution, ça peut être une piste de réflexion pour son investissement, chacun fait ce qu'il veut avec son investissement. Donc du coup, on voit qu'il a des frais de gestion à 0,3, donc 0,30%, c'est bien ce que j'ai dit. Il est uniquement capitalisant, hein, on le retrouve là, capitalization, et on le retrouvait dans le nom, ACC pour accumulation en anglais. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans la valeur de l'ETF, et non pas être distribués en liquidité sur votre compte titre ou votre PEA. Là, vous avez le code ISIN, si jamais vous voulez retrouver chez votre courtier, vous faites un copier-coller, vous allez dans votre courtier, vous tapez dans la barre de recherche ce code-là, et vous allez avoir l'ETF qui sort. Sinon, vous avez le ticker ici, TRV, si vous tapez TRV, vous allez retrouver cet ETF-là dans votre courtier. Donc, j'ai mis le ticker, et là, j'ai fait la somme des... enfin, j'ai pas fait la somme, j'ai fait le détail, encore une fois, du top 10 des positions. On va regarder un petit peu comment on est exposé au luxe, et vous pouvez le retrouver un peu plus bas sur la page, et ici, voilà, on a les principales expositions. Et donc on peut regarder un petit peu le jeu et faire le jeu de cette différence, c'est-à-dire que là on voit que LVMH reste toujours la première position, mais par contre on est exposé à 12,16%, alors qu'avant on était à 17%. Donc là tout de suite on voit qu'on est un peu moins exposé à LVMH, donc peut-être qu'il y avait des fans de LVMH plus que de notre marque de luxe, et donc du coup on peut être un petit peu déçu, ou pas. On voit qu'en seconde position tout de suite c'est L'Oréal, alors que là elle était en troisième position, donc on voit qu'on a perdu Unilever. Donc moi je trouve ça c'est pas trop mal, plutôt, enfin bon, de mon point de vue. Là par contre il y a une entreprise que je connais pas du tout, Rolex, enfin je sais pas comment ça se dit, Rolex PLC. Moi ce que j'aime bien faire c'est soit vous allez sur Google, vous tapez le nom et on va voir ce que c'est. Rolex est une multinationale britannique. Alors pour être sûr qu'on est sur la bonne, hein, souvent ici on voit la devise. Donc là c'est voilà, Grande-Bretagne, donc c'est la livre. Donc on est vraiment sur une entreprise britannique. Regroupant des pôles d'activité éditoriale, professionnelle, de communication événementielle. Ok, ça m'en dit pas spécialement plus. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller sur... il est mon petit FinChat. FinChat. Voilà, FinChat, un outil que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous mets un lien juste au-dessus. C'est vraiment un outil super cool. Il y a énormément de data. C'est gratuit avec juste un compte, une adresse email. Il y a des versions payantes pour faire davantage de choses, mais moi j'utilise en version gratuite. Et il y a ces full data, et moi j'aime bien aller regarder la petite intelligence artificielle qui est là, où je vais tout simplement lui dire présente-moi la société en question, là, Rolex PLC, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et il va me dire tout ce qu'il trouve dessus. Alors des fois ça arrive qu'ils n'ont pas des datas sur les boîtes. Peut-être que c'est le nom qui n'est pas exactement le bon dans sa base de données. Mais là voilà, il nous dit des choses déjà. Donc il nous donne le nom de l'entreprise, son ticker, la bourse, donc on est bien au Royaume-Uni, industrie, service professionnel, donc il s'adresse a priori à des pros, donc on est dans du service, et il fait quoi? Voilà, fournit des outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les clients professionnels et commerciaux en Amérique du Nord, Europe. Ok, donc ça a l'air d'être plutôt, j'allais dire presque, outils d'analyse et de décision basés sur l'information, peut-être du logiciel ou de la solution un petit peu informatique. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est en tout cas plus sur cet univers de grande distrib ou même sur cet univers de tabac. Mais la troisième boîte, c'est celle-ci. Donc on pourrait faire, on a le ticker. Est-ce que en faisant ça, si j'ai par exemple sur Google Finance, juste regarder un petit peu s'il la trouve. Il la trouve ici. Et on peut regarder sur le long terme. On voit que c'est une boîte qui est en croissance, et ce qui peut être pas mal aussi, c'est de la comparer à un indice, le SP500. Alors attendez, je vais faire l'inverse plutôt. Je vais commencer avec le SP500. Tac. Non, c'est parce que j'ai pas mis je pense que le commercial. S&P 500, voilà. Et donc voilà, on a la comparaison entre l'entreprise et le SP500, et on voit que finalement c'est une entreprise qui surperforme le SP500, parce que l'entreprise est en bleu, de très peu, hein, mais on voit qu'en tout cas en termes de performance, là, en 2024, elle surperforme, elle était un petit peu en dessous,
Donc c'est une entreprise qui n'est pas inintéressante, en tout cas d'un point de vue euh, de son cours. On voit que voilà, c'est une entreprise voilà, qui sous-performait largement par contre, et qui a sûrement dû avoir un petit changement. Et là, depuis 2023, depuis presque un an finalement, septembre 2023, elle surperforme le SP500. Donc voilà, ça peut être intéressant à aller regarder. FinChat, encore une fois, je vous ai mis un lien vers une vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de data, hein. Vous voyez, il va vous donner tous les chiffres. Après, vous pouvez aller dans les menus ici pour voir tous les dashboards possibles et imaginables. Donc voilà, on a cette société en troisième position. On est plus orienté, j'ai envie de dire plus orienté technologique, service technologique, plutôt que grande distrib qu'on avait avec Unilever ou Tabac. Donc moi, pour le coup, ça me conviendrait un peu mieux. En troisième position, on a Richemont, donc plutôt cool. On est dans du luxe. Hermès aussi, là, qui revient tout de suite. Donc finalement, vous voyez, sur les 1, 2, 3, 4, 5, dans le top 5, on a quand même déjà 4 boîtes du luxe et une boîte orientée un peu tech, on va dire. Alors que là, on avait Unilever, British American Tobacco, Adidas, qui sont pour moi moins orientés luxe, donc c'est plutôt intéressant. On a l'impression qu'il y a quand même on a quand même rebasculé plus vers du luxe. Après, on a Industria Textile, donc ça porte son nom. Je pense que c'est une industrie qui est dans le textile pour le coup. Compass Group, je connais pas non plus. On pourrait faire le même petit jeu, mais on va pas faire ça pour toutes les positions. Je vous invite évidemment, vous, à le faire de votre côté quand vous avez vraiment envie de vous renseigner sur l'ETF. Et on voit que c'est, voilà, elle sous-performe les deux autres boîtes nettement, hein. On est sur une tendance haussière quand même, hein, depuis 2020. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Compass Group? On va aller vite fait sur Google. Compass Group. Par contre, c'était Compass Group. Je crois que c'est une société anglaise aussi, hein. Compass Group PLC. On va mieux s'y retrouver comme ça. C'est une entreprise britannique de restauration. Voilà, il faudrait regarder un petit peu plus ce qu'il en est. Est-ce qu'on est sur de la restauration privée? Je sais pas. Filiale Eurest. C'est marrant, ça me fait plutôt penser Eurest. Je me demande si c'est pas les cantines. Je crois que de mémoire, Eurest, c'était des cantines d'entreprise, voire même des cantines publiques, tout ce qui est cantine d'école et compagnie. C'est peut-être dans le même délire. Faut chercher à approfondir. Mais on voit que c'est une entreprise qui, voilà, bah, il y a eu le Covid, donc forcément le Covid peut-être lui a mis un gros frein. Je sais pas si ça a du sens de passer sur le max. Ouais, on voit elle était en croissance quand même, globalement, hein. Puis là, 2020, Covid, ça lui a fait mal et elle reprend. Donc elle a moins de croissance que les autres. Mais pour le coup, voilà, si on met sur un an, c'est pas non plus une entreprise en tout cas qui est en baisse. Donc plutôt intéressant. On se dit que finalement, toutes les positions qui seraient là dans le TEF ont tendance à croître sur du long terme, ce qui est plutôt bon pour un investissement long terme, notamment à travers les ETF. Là, on a Ferrari, qui n'existait pas. Bah, je trouve que c'est plutôt cool. Ferrari, tout le monde connaît la marque de voiture Ferrari, c'est une magnifique boîte, vraiment qui a des résultats très beaux et qui est évidemment croissante sur le long terme. Et ils nous ont mis son concurrent allemand, Mercedes-Benz. Pourquoi pas? Je mettrais pas Mercedes au même niveau que Ferrari. Pour moi, je sais que Mercedes ont des très belles voitures et des voitures qui coûtent très cher, mais je vois beaucoup plus de Mercedes sur l'autoroute que de Ferrari. Donc du coup, mais voilà. Toujours est-il que je trouve que on est plus orienté luxe quand même si au final on est moins exposé dans le sens où j'ai fait l'addition de toutes les valeurs présentes dans le top 10 et de toutes les valeurs qui sont orientées luxe, et on n'est qu'à 33,5%. Mais je trouve c'est mieux réparti en tout cas, et en plus, les entreprises que je connais pas sont peut-être plus dans un secteur que j'apprécie plutôt que dans le tabac ou dans les biens de grande distribution. Mais bon, ça c'est personnel, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et pour finir, je vais vous présenter un troisième ETF que j'ai trouvé. Je l'avais laissé caché. Et là, il va contenter tout le monde dans le sens où c'est pas un ETF qui est uniquement éligible au PEA. C'est un ETF qui est disponible également sur compte titre. C'est lui aussi un ETF de chez Amundi. Et c'est un ETF, voilà, qui est capitalisant et distribuant, qui a un peu moins de frais, 0,25% au lieu de 0,30%. Ça, c'est son ticker, GLUX. On va aller voir un petit peu après comment il se comporte. Et là,
on va faire le même exercice, on va regarder le top 10 et on voit que lui, sa première position, c'est Ferrari. Donc on voit quand même que on avait déjà Ferrari avant, mais on est beaucoup plus exposé à Ferrari. Donc là, on a fait le choix de finalement de faire plus confiance à Ferrari, j'ai envie de dire que LVMH peut-être. Après, encore une fois, ce sont, comme j'ai dit depuis le début, hein, c'est dans le top 10 des positions, ça peut bouger, hein, ça peut bouger. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est à 8,40 en Ferrari que dans un an, ça sera toujours Ferrari la première position. Donc on a Ferrari, on a Hermès, Richemont, LVMH. Donc là, on a vraiment les 4 premières sont du luxe. Là, il nous a mis du Mercedes, donc on retrouve un petit peu cet esprit qu'on avait là. On est un peu plus exposé à Mercedes. Là, il y a une entreprise qui s'appelle Diageo PLC que je connais pas du tout. Diageo PLC. Allons voir sur Google c'est quoi, très rapidement. Diageo est une entreprise britannique fondée spécialisée dans la fabrication et commercialisation de vins, bières et spiritueux. Ah, on serait plus sur une boîte orientée du coup alcool, secteur de la boisson. Ok, donc j'imagine, on va regarder un petit peu, mais je serais pas étonné, ça me fait penser à un Pernod Ricard. Pernod Ricard, depuis un petit moment, ça chute. Je crois qu'il y a Rémi Cointreau aussi. Attendez, on va d'abord aller la chercher ici. Est-ce que je peux... Est-ce que sur FinChat, il va me la trouver? Et comme ça, il va me donner le bon ticker. Je demande juste une recherche à l'intelligence artificielle de FinChat. Voir s'il me trouve le ticker pour Diageo, pour être sûr d'être sur la bonne valeur. DGE. Parfait. Donc il l'a trouvé, et voilà, il refait une présentation par exemple. Filiale produit commercialise des boissons alcoolisées, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Hein. Propose du scotch, du whisky, du gin, du rhum. Donc il y a vraiment il y a la totale quoi. Et donc du coup je vais regarder aussi typiquement l'évolution. Hein. Donc là voilà, on voit qu'on est depuis 2000, alors, sur un an, donc depuis 2023, je pense que ça va correspondre à peu près avec les timings de Rémi Cointreau et de Pernod Ricard. Si je mets Pernod Ricard, je crois que c'est RI. On va regarder un petit peu. Voilà, on voit que c'est la courbe orange et la courbe violette, elles se suivent en fait. Hein. Donc en fait, bon, c'est le secteur qui est touché. Je vais enlever Pernod Ricard parce que là on n'y était pas. Je vais laisser Diageo, je sais pas trop comment ça se dit. Mais on voit voilà, que c'était quelque chose qui était assez croissant et qui, voilà, depuis un an, a tendance à chuter. J'imagine pour les mêmes raisons que tout le secteur lié à la boisson et aux boissons, on va dire, à tout ce qui est alcool. Donc voilà, on voit que c'est une entreprise qui, voilà, d'un point de vue éthique, on est sur un secteur, l'alcool, ça peut plaire comme ça peut déplaire. On voit que c'était une entreprise qui performait avant, hein. Elle était très croissante, et puis voilà, depuis, elle décroît nettement. Donc voilà, encore une fois, je pense avant de choisir un ETF, il faut quand même faire ce petit travail d'études sur les valeurs qui sont dans le top 10 notamment. Hein. Là, on est sur du Royal Caribbean Cruise. Bon, je pense qu'on est sur la croisière. Hein. Ça porte assez facilement son nom. Si je mets image. Oui, voilà, on est sur de la croisière. Donc là, c'est pareil. Je sais pas, il faudrait refaire l'exercice. Mais vous avez compris un petit peu, hein, sur chacune des positions, regardez un petit peu comment on se situe. Je sais pas s'il va me trouver des choses sur... on est toujours sur Diageo. Ça, c'est l'earning per share. Si, il a trouvé un ticker. Encore une fois, il faut faire le jeu des comparaisons, il faut regarder. Je vais enlever Diageo, je vais enlever Compass, on va juste garder le SP500. Ah oui, mais j'avais commencé avec... Bon, je vais la rajouter là. Voilà, on est sur une entreprise voilà, qui a été forcément touchée par le Covid, hein, puisqu'il n'y avait plus de tourisme, mais qui depuis se reprend bien. Et qui historiquement... alors ça a l'air un peu plus cyclique peut-être, mais historiquement... assez souvent surperformé le SP500. Donc ça peut être une boîte intéressante à avoir également dans l'ETF en mode croissance. Marriott International, donc ça c'est tout ce qui concerne l'hôtellerie. Je pense que ceux qui voyagent connaissent un petit peu ces chaînes d'hôtels-là. Tesla, très connu. Et L'Oréal quand même en fin de top 10 avec 3,87%. Et au final, quand j'additionne toutes les positions du luxe, on arrive à une exposition du luxe à 35,78%. Donc on voit qu'on est un peu plus exposé au luxe que sur l'ETF éligible EPA.
on l'est de manière différente, hein. Encore une fois, attention, il faut bien regarder un petit peu comment sont réparties les positions au sein du top 10. Faut bien regarder justement, encore une fois, on n'est pas sur un... Là, il y a écrit Global Luxury, donc on est plus peut-être orienté luxe, mais on n'est pas sur un ETF 100% luxe, hein. À voir. Mais ça peut être une autre alternative, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ETF qui va être disponible sur le compte titre. Donc si jamais vous n'avez pas de PEA et que vous voulez vous exposer à ces valeurs-là, vous pouvez le faire à travers un ETF également. Ça peut être un choix. Je n'ai pas vu combien il coûtait la part. On va regarder la page tout simplement. Combien coûte la part de cet ETF-là? Elle coûte 185 euros. Donc il coûte un peu plus cher, mais mine de rien quand même, 185 euros. Juste Ferrari lui tout seul vaut 400, je crois. Hermès, j'en parle même pas, LVMH non plus. Donc ça reste quand même plus accessible pour les petits portefeuilles. Et pour finir, je vais finir avec ma petite page personnelle. Vous allez retrouver mes principaux réseaux sur lesquels vous pouvez entrer en contact avec moi de manière privée. Mon réseau Twitter, mon réseau Discord, n'hésitez surtout pas. J'ai des gens qui viennent me voir en privé, on échange, c'est super cool. Je remercie également l'abonné, finalement, qui a mis ce commentaire sur ma vidéo d'il y a quelques années. Et c'est cool parce que ça me permet de voir que, mine de rien, mon contenu est toujours un petit peu visualisé. Et surtout, ça me permet de vous apporter à vous une réponse et une façon de voir les choses. Et peut-être que dans ma communauté, il y en a qui étaient investis à cet ETF-là, qui ne se sont même pas rendus compte que l'ETF avait changé. Parce qu'on n'est pas tous les jours à se connecter sur son compte titre ou sur son PEA. Donc voilà, je remercie encore cet abonné qui a fait ce commentaire-là. Vous, je vous invite évidemment à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et surtout à me dire en commentaire si vous êtes investi sur du luxe à travers des ETF ou tout simplement en stock picking, et si vous avez également des ETF thématiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop dans mon portefeuille, je reste sur des ETF indiciels, mais peut-être qu'il y a des ETF thématiques qui sont des vraies pépites et que je rate, et qui serait intéressant de proposer tout simplement aux gens à travers cette chaîne-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des ETF thématiques qui vont dans ce sens-là. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne. C'était Papa Investi. Vamos!